Comme vous l'a bien dit Clément, je suis Gabrielle Verkoff, gynécologue à l'hôpital Bégin à Saint-Mandé. Donc, on est un service de chirurgie gynécologique dans un hôpital militaire, mais évidemment, on est ouvert à toutes les patientes qui ont une couverture sociale. Donc, vous pouvez nous adresser toute patiente pour avis notamment en chirurgie gynécologique ou bien pour des patientes qui ont besoin d'une colposcopie ou d'un suivi suite à une dysplasie du col de l'utérus. Donc j'ai proposé à Clément de faire une présentation sur les actualités en dépistage du cancer du col de l'utérus, puisque ces dernières années, il y a eu plusieurs évolutions et des gros changements. Les trois principales modifications ces dernières années, c'est en 2018 la mise en place nationale du dépistage organisé pour le cancer du col, comme ça existait déjà pour le cancer du sein et pour le cancer du côlon. Depuis 2020, les recommandations, c'est de chercher des papillomavirus oncogènes à haut risque en première attention chez les femmes à partir de 30 ans et non plus de faire une cytologie en première intention. Et puis, la dernière nouveauté qui date de janvier 2021, qui fait pas partie du dépistage, mais qui est aussi très importante, puisque là, c'est de la prévention du cancer du col, c'est la vaccination pour le papillomavirus qui est remboursée également pour les garçons, selon les mêmes indications que pour les filles. Donc, le dépistage organisé, il a été mis en place parce qu'il y avait des grosses inégalités d'accès au dépistage. Et en fait, on était dans une situation où il y avait clairement un surdépistage chez certaines patientes, notamment les patientes d'un niveau socio-économique élevé, qui se retrouvent souvent avec un frottis tous les ans, ce qui n'a jamais démontré son intérêt dans le dépistage des lésions précancéreuses du col. Et inversement, des patientes qui étaient quasiment jamais dépistées, notamment les femmes de plus de 50 ans, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'une fois qu'elles sont ménopausées et qu'elles n'ont plus besoin de contraception, elles n'ont plus besoin d'aller chez leur gynéco. Et puis également les patientes en situation de précarité, les patientes homosexuelles, les patientes qui ont été victimes de violences au cours de leur vie. Enfin, toutes ces patientes-là ont beaucoup moins accès. Et là, vous, sur le graphique, vous voyez que on a le taux de dépistage en fonction de l'âge et clairement, ça diminue beaucoup à partir de 50 ans. Où on passe de 70% de taux de couverture à un taux aux alentours de 40-50%. Donc pour ces raisons-là, il a été décidé de mettre en place un dépistage organisé. Tu peux passer à la suivante. Donc l'organisation du dépistage, c'est exactement comme pour les mammographies en fait. C'est des invitations et des relances qui sont envoyées au domicile des patientes par les CRCDC. Donc toutes les femmes de 25 à 65 ans vont recevoir une invitation. Quand elles ont entre 25 et 29 ans, il va être recommandé de faire une cytologie et de 30 à 65 ans, de faire une recherche d'HPV à haut risque. Quand elles font ce dépistage dans le cadre du dépistage organisé, l'examen est pris en charge à 100%. Donc c'est aussi l'intérêt de le faire dans le cadre du dépistage organisé, c'est qu'elles n'ont rien à avancer. Il faut cocher la case en fait sur le bon de demande et ce sera pris à 100% de la même façon que les mammographies dans le cadre du dépistage organisé sont prises en charge à 100%. Les résultats sont envoyés au centre régional de coordination de dépistage des cancers. Donc, si vous avez une patiente qui veut faire ce dépistage, il faut l'en informer et lui dire qu'elle a le droit de s'opposer à ce que les résultats soient envoyés. Dans quel cas, il faut le signaler sur le bon de demande. Diapo suivante. Donc, les cas particuliers des patientes qui ne font pas partie de ce programme de dépistage, c'est évidemment les patientes qui présentent un col qui fait déjà évoquer un cancer du col. Alors, soit vous faites des examens gynéco et quand vous mettez en place le spéculum, vous voyez une grosse tumeur bourgeonnante qui saigne au contact du col.
Ça ne sert à rien de faire un frottis dans ce cas-là, parce que c'est un examen qui est vraiment pas sensible, on va le voir après. Ce qu'il faut à ces patientes, c'est faire des biopsies cervicales d'emblée, donc il faut les adresser en milieu gynécologique spécialisé pour qu'elles aient les biopsies et la suite de la prise en charge. Et si vous ne faites pas d'examen, mais que vous avez une patiente qui vous décrit des métroragies qui sont apparues de façon récente et notamment post-coïtale, il vaut mieux aussi qu'elle voit un gynéco qui fasse vraiment un examen gynécologique. Dans ce type de situation, il vaut mieux éviter de les envoyer faire leur frottis dans un labo parce qu'il sera probablement fait par quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire un examen gynéco et qui risque de passer à côté d'une pathologie potentiellement déjà cancéreuse. Les patientes qui ne font pas partie du dépistage, c'est également les patientes qui ont déjà un antécédent de dysplasie du col, parce que ces patientes-là, elles relèvent d'une surveillance particulière et généralement la surveillance est organisée avec le gynéco qui a fait le traitement de cette dysplasie. Voilà. Les patientes qui présentent un facteur d'immunodépression, alors ça peut être des patientes VIH+, ou des patientes qui sont sous traitement immunodépresseur pour X ou Y raison. Ces patientes-là, elles sont plus à risque d'avoir un HPV oncogène persistant et de ce fait, il est recommandé de faire un dépistage annuel de l'HPV, y compris s'il est négatif et pas tous les 5 ans comme c'est le cas pour celles qui n'auraient pas ce type de problème. Et puis enfin, les patientes qui sont en deuxième génération d'exposition au DES, vous savez que c'est des patientes qui ont plus de risques d'avoir des carcinomes du col utérin à cellules claires. Donc ces patientes-là, il faut dépister 2 choses en fait. Il va falloir faire le dépistage par HPV après 30 ans, mais également continuer à faire la cytologie après 30 ans pour dépister des éventuelles cellules claires. Tu peux passer la suivante. Donc, pourquoi les recommandations ont changé et on est passé de la cytologie au papillomavirus? Diapo suivante. Donc, un petit rappel sur les HPV à haut risque. On sait depuis très longtemps, en fait, que les HPV à haut risque sont impliqués dans la grande majorité des cancers du col de l'utérus. Les cancers du col de l'utérus, dans 98% des cas, c'est des carcinomes épidermoïdes. Et donc, ces carcinomes épidermoïdes, c'est quasiment toujours lié à une infection persistante à papillomavirus. Le cancer du col en France, c'est 6300 cas par an. Ça touche des femmes jeunes, aux alentours de 45-50 ans, avec des traitements qui sont souvent très délabrants, de la radiothérapie pelvienne, une qualité de vie qui est très altérée, et puis toujours un tiers de mortalité. On sait qu'une patiente qui a un HPV 16 ou 18, elle a un risque relatif de cancer du col qui est multiplié à 500 par rapport à une femme qui n'a pas d'HPV. Donc c'est vraiment un facteur de risque très fort. En ce qui concerne l'HPV, c'est un virus sexuellement transmissible qui est extrêmement fréquent, puisqu'on sait que 80% des personnes qui ont une activité sexuelle, quelle qu'elle soit, vont croiser un papillomavirus à haut risque au cours de leur vie. Mais on sait aussi que 80% des femmes vont l'éliminer spontanément dans les 2 ans qui suivront la contamination. Et du fait de son caractère sexuellement transmissible, le pic d'incidence de l'infection se situe entre 15 et 24 ans. Diapo suivante. Donc, il y a des dizaines de génotypes différents d'HPV. Il y en a vraiment plusieurs dizaines. Et tous ne sont pas oncogènes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'HPV qui donneront des condylomes, mais qui ne donneront jamais de cancer du col de l'utérus. C'est pour ça qu'on parle d'un génotypage de l'HPV, parce que nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est de voir est-ce que la patiente est porteuse d'un HPV oncogène, donc qui peut donner un cancer de l'utérus, et est-ce que quel type d'HPV oncogène c'est. Parce que la représentation le risque n'est pas du tout le même en fonction du type d'HPV. Sur ce graphique, vous voyez en fonction
le type d'HPV retrouvé dans les cancers. Et en fait, dans la grande majorité des cas, c'est des HPV 16 ou 18. Donc ça, c'est vraiment les 2 HPV qui sont les plus à risque de donner des lésions précancéreuses. Généralement, les labos qui rendent le génotypage, ils donnent HPV non 16, non 18, justement ils disent si c'est 16 ou 18 et ils détaillent pas le reste. Mais finalement, c'est ça qui est le plus important, c'est de savoir si c'est un 16 ou 18. Là, un petit rappel sur l'histoire naturelle, en fait, qui mène de l'infection à papillomavirus au risque jusqu'au cancer cervical. Donc, comme je vous disais, l'infection à papillomavirus, en tout cas, croiser un papillomavirus, c'est finalement quelque chose qui est assez fréquent et qui va concerner 80% d'entre nous au cours de notre vie. Dans la majorité des cas, les patientes vont s'en débarrasser et ce sera une clairance, ça ne va rien donner du tout. Et puis, dans 10 à 20% des cas, alors soit parce que les patientes fument, ce qui est un facteur de risque de persistance, soit parce qu'elles ont un traitement immunodépresseur, soit en fait assez souvent, on ne sait pas pourquoi, elles vont pas réussir à se débarrasser de ce papillomavirus et il va aller infecter le col et notamment les cellules de la zone qu'on appelle la zone de jonction, qui est la zone de transition entre l'épithélium pavimenteux stratifié de l'exocole et l'épithélium cylindrique de l'endocole. Elles vont se mettre là et ces cellules-là, elles ont un pouvoir transformant sur les cellules, mais qui arrivent pas de façon immédiate. Généralement, il faut compter entre 2 et 5 ans entre le moment où on s'affecte par le papillomavirus et l'apparition de premières lésions qu'on appelle précancéreuses ou transformantes. Donc avant, on parlait de CIN 1, 2 ou 3. Maintenant, on parle de lésions de bas grade qui ont peu de risque de dégénérer vers un cancer cervical ou de lésions de haut grade. Pour ce qui est des lésions de bas grade, là encore, il y a une grande probabilité qu'elles disparaissent spontanément avec la disparition du papillomavirus, là aussi dans 80% des cas. Par contre, quand on a des lésions de haut grade, là, généralement, ça disparaît pas tout seul et c'est ces lésions-là qu'il faut traiter parce que c'est ces lésions-là qui vont dégénérer vers un cancer si on ne fait rien. Mais vous voyez que entre les lésions de haut grade et le cancer, il se passe quand même 10 ans. Donc même quand on trouve une lésion de haut grade, c'est pas une situation d'extrême urgence, il faut prendre en charge la patiente, mais on est quand même encore très loin du cancer. Diapo suivante. Alors, pourquoi on a fait le test en première intention? Parce qu'on peut se dire, en fait, ça fait des années qu'on faisait le frottis. Ce qu'on appelait avant le frottis, en fait, c'était une analyse cytologique des cellules qu'on récupérait en faisant le frottis. Et on regardait s'il y avait des cellules anormales ou pas sur le frottis. Mais en fait, quand on regarde la sensibilité du frottis, que vous voyez sur la deuxième partie du tableau, vous voyez que la sensibilité est vraiment très très mauvaise, puisque pour les patientes de moins de 35 ans, on est à 48% de sensibilité. Celles de 35 à 49 ans, on est à 55,4%. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a la moitié des patientes qu'on n'a pas détecté s'il y avait un problème. Alors que pour le test HPV, on a une excellente sensibilité, c'est-à-dire s'il y a un HPV HR positif, on a plus de 90% des cas de le détecter. En revanche, la spécificité de l'HPV est moins bonne que celle de la cytologie, puisque c'est pas du tout parce qu'on a un HPV à haut risque qu'on a des lésions précancéreuses. Donc c'est pour ça que quand on a un HPV à haut risque, là, on complète en faisant une cytologie, en analysant les cellules prélevées lors du frottis pour voir s'il y a déjà une transformation ou pas. Diapo suivante. Donc en pratique, qu'est-ce que ça change pour pratiquer le frottis? Je ne sais pas si vous faites dans votre pratique du suivi gynéco. J'imagine qu'il y en a parmi vous parce qu'il y a un tel problème de
de gynécologue médical en ville, que je pense que de plus en plus, c'est des médecins généralistes ou des sages-femmes qui vont faire le dépistage du cancer du col de l'utérus. En pratique, le prélèvement est exactement le même qu'avant, c'est-à-dire que vous faites un examen au spéculum avec la petite cytobrosse que vous introduisez dans l'endocole et vous faites quelques tours pour récupérer les cellules. L'intérêt de faire le prélèvement comme ça, c'est que si elle est positive au papillomavirus, vous n'aurez pas de deuxième prélèvement à faire. Le labo fera directement la cytologie sur le prélèvement que vous avez fait. D'où l'intérêt de privilégier quand même le prélèvement par un professionnel de santé. Le papillomavirus, on peut le détecter sur un autoprélèvement. Ça peut être intéressant pour des patientes chez qui l'examen gynéco est complètement impossible. Mais en première intention, il est quand même préférable que ce soit un médecin qui pratique le frottis. Et puis en fait, finalement, c'est la feuille de prescription qui change, mais globalement, tous les labos qui font beaucoup de frottis ont changé leur fiche de prescription. Donc, on n'arrive pas très bien à lire, mais en fait, maintenant, vous avez une case à cocher. Si c'est une surveillance avant 30 ans, vous demandez une cytologie. Si c'est une surveillance après 30 ans, vous demandez en première intention un test HPV. Diapo suivante. Donc voilà, les nouvelles recommandations, comme je vous disais, maintenant, le dépistage avant 30 ans, on reste sur les modalités de dépistage qui existaient jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on va faire une cytologie en première intention. Pourquoi on ne fait pas d'HPV en première intention? Parce que, comme je vous ai dit, les femmes qui sont entre 20 et 30 ans, elles ont un très fort risque d'avoir un papillomavirus parce que c'est un âge où souvent la vie de couple n'est pas forcément stable, donc on peut changer de partenaire. Et le plus souvent, elles vont s'en débarrasser spontanément. Donc, il n'y a pas d'intérêt, on inquiéterait énormément de patientes pour pas grand-chose. D'autant plus que on sait que chez les femmes chez qui on a trouvé un HPV, il y a 30% qui décrivent une sexualité très perturbée, voire nulle, alors que ça représente que 2% du groupe contrôle. Donc, c'est vraiment un diagnostic dont l'annonce est pas du tout anodine, j'y reviendrai après. Diapo suivante. Donc ça, c'est la conduite à tenir du dépistage chez les femmes de 25 à 29 ans. Donc vous allez faire le frottis comme vous faisiez jusqu'à présent et on va vous rendre les résultats. Et donc il y a ce petit arbre décisionnel pour décider de ce qu'il faut faire. Alors ça paraît un peu complexe comme ça, mais en fait c'est relativement simple. Soit il n'y a pas d'anomalie, c'est-à-dire on vous dit cellules cervicales normales. Si c'était un premier examen, il faut faire le contrôle à 1 an, parce que c'est des recommandations toujours basées sur la faible sensibilité en fait du frottis. On préfère contrôler lors du premier examen à 1 an. Si elle a déjà eu les 2 examens à 1 an d'intervalle, à ce moment-là, vous faites le prochain contrôle à 3 ans. Et le contrôle que vous ferez, ce sera en fonction de son âge. C'est-à-dire que si elle a 25 ans et que 3 ans plus tard, elle a 28 ans, vous referez une cytologie. Par contre, si elle a 28 ans et que 3 ans plus tard, elle a 31 ans, bah là, ce sera un HPV qu'il faudra qu'elle fasse. Donc voilà, ça c'est la situation la plus simple où c'est normal. Ensuite, on peut vous rendre un résultat ASCUS, donc c'est des cellules de signification inconnue. Dans ce cas-là, le labo va spontanément faire une recherche de papillomavirus parce que ça va changer la conduite à tenir. Si elle est ASCUS HPV négatif, on retourne dans la même situation qu'un frottis normal, parce qu'en fait, ça veut dire que c'est des cellules anormales, mais qui n'ont pas du tout de risque de transformation vers des cellules cancéreuses. Dans ce cas-là, vous refaites un contrôle à 3 ans, comme si c'était normal. Par contre, si elle a des cellules atypiques ASCUS avec un HPV positif, là, on se retrouve dans la même situation que si on a des cellules évocatrices de lésions dysplasiques. Donc là, c'est une indication à pratiquer une colposcopie. Donc les indications de colposcopie devant les résultats d'un frottis, c'est les patientes ASCUS HPV+, LSIL, donc lésions de bas grade,
ASCASH, c'est les lésions qui sont fortement suspectes d'être des hauts grades. HSIL, c'est les lésions de haut grade. Et AGC, qui sont HPV positifs. AGC, c'est une suspicion de dysplasie d'origine glandulaire, donc plutôt des lésions endocervicales. Si vous avez un AGC avec un HPV négatif, c'est pareil, vous retournez au suivi 3 ans plus tard. Diapo suivante. Donc ça, c'est une recommandation pour les femmes de moins de 30 ans qui finalement n'ont pas tellement changé par rapport à celles d'avant. Ce qui a vraiment changé, c'est les recommandations pour le suivi des femmes de plus de 30 ans. Chez ces femmes-là, on va faire d'emblée une recherche d'HPV à haut risque. Soit elles ont un résultat négatif et dans ce cas-là, on peut faire le contrôle qu'à 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce que vous avez vu que le délai entre l'infection par HPV et l'apparition de lésions transformantes, il est en moyenne de 5 ans. Donc on considère que si elle est HPV neg à un temps T0, il ne va rien se passer de grave avant 5 ans. C'est pour ça qu'on contrôle à 5 ans et pas avant. Ça peut perturber un peu les patientes, notamment celles qui avaient déjà l'habitude d'être suivies tous les ans par leur gynéco. Quand vous leur annoncez que là c'est tous les 5 ans, c'est parfois pas évident, mais généralement quand on leur explique les raisons, il n'y a pas de, elles comprennent très bien et elles l'acceptent très bien. Si le test HPV est positif, le labo va faire donc spontanément une cytologie réflexe et va vous faire parvenir les résultats. Soit il y a une anomalie, quelle qu'elle soit, en fait, que ce soit ASCUS, LSIL, HSIL ou toutes celles qu'on a vues tout à l'heure, il faut faire une colposcopie d'emblée et ensuite c'est le gynéco qui fera la colposcopie qui vous dira quelle est la conduite à tenir face à ces anomalies. Si vous avez un HPV positif mais que l'examen cytologique est négatif, donc il n'y a pas de cellules anormales, à ce moment-là, vous refaites un contrôle d'HPV à haut risque, mais cette fois-ci à 1 an, pour voir tout simplement est-ce que la patiente, comme ce sera le cas dans 80% des cas, va se débarrasser de ce papillomavirus, dans quel cas elle rejoindra le dépistage habituel avec un nouveau test à 5 ans, ou est-ce que le papillomavirus persiste au bout d'1 an, dans quel cas ce sera une indication à faire une colposcopie d'emblée sans faire de cytologie réflexe. Diapo suivante. Donc oui, j'ai fait une diapo justement sur comment annoncer à une patiente qu'elle est porteuse d'un HPV à haut risque, parce que c'est une situation finalement à laquelle on n'était pas confronté avant puisqu'on ne le cherchait pas. Et qui peut être très mal vécue par les patientes. Il y a des patientes que je vois qui sont complètement catastrophées parce que elles ont, alors je ne sais pas si elles ont été voir sur internet ou si des gens pas très bienveillants leur ont raconté n'importe quoi, mais en gros elles se disent mon mari me trompe et j'ai un cancer du col, ce qui est évidemment pas du tout le cas. Je leur explique vraiment ce que c'est un papillomavirus, que c'est une infection extrêmement fréquente. Comme là, on commence seulement à faire un dépistage en première intention, pour le moment, c'est absolument impossible de dater à quel moment elles ont été infectées. Donc, ça ne permet absolument pas de dire qu'il y a eu infidélité dans le couple. Et bien souvent, en fait, c'est un HPV qui peut être présent depuis plusieurs années. Il faut les rassurer en disant que dans 80% des cas, sans rien faire, elles vont s'en débarrasser. Si elles fument, c'est l'occasion de leur apporter un argument supplémentaire pour arrêter de fumer, évidemment. Et en fait, je leur réexplique que finalement, la présence de ce papillomavirus, il faut plus voir ça finalement comme un facteur de risque qui nécessite qu'elles aient une surveillance un peu plus rapprochée que vraiment quelque chose qu'elles sont porteuses de lésions précancéreuses, puisqu'il y a quand même de la marge entre les deux. Et si en plus c'est un HPV qui est non 16, non 18, là je les rassure encore plus en leur disant que le risque est encore plus faible, que ça nécessite quand même qu'elles soient suivies de plus près, mais que vraiment il ne faut pas que ça soit un facteur d'angoisse majeur, que si elles sont suivies régulièrement, on n'arrivera jamais au cancer parce qu'on fera ce qu'il faut faire avant.
Je leur conseille d'aller sur le site de la Société française de pathologie cervico-vaginale, c'est la diapo suivante, qui a en fait un onglet grand public avec une foire aux questions qui est assez bien faite. Je ne sais pas si tu peux, la diapo suivante. Donc voilà, c'est ce site-là. Vous leur donnez l'adresse, donc Société française de colposcopie et de pathologie cervico-vaginale. Il y a un onglet grand public, foire aux questions, et il y a vraiment toutes les questions qu'elles peuvent se poser. Et c'est quand même une source fiable, plutôt qu'elles cherchent n'importe quoi sur Internet. Et vous voyez vraiment tout. Est-ce que ça veut dire que mon compagnon me trompe? Comment j'ai pu attraper cette infection? Et les réponses sont très bien faites. Diapo suivante. Enfin, un dernier petit mot sur la vaccination, puisque ça me semblait important d'en reparler un peu, et puis que là aussi, il y a une actualité, puisque le vaccin est maintenant remboursé pour les garçons selon les mêmes modalités que pour les filles, c'est-à-dire entre 11 ans et 14 ans, et on peut faire un rattrapage jusqu'à 19 ans. Donc, le vaccin sur le marché actuellement est un vaccin non avalent et qui contient évidemment le 16 et le 18 et puis d'autres HPV fréquemment appliqués dans le cancer du col. Le schéma vaccinal, il est de 2 injections à J0 et entre 6 et 12 mois, entre 11 et 14 ans, et à plus de 15 ans, c'est 3 injections à 0, 2 et 6 mois. Et pourquoi je parle de ce vaccin? Parce qu'en France, on a un taux de vaccination qui est très très mauvais, on est aux alentours de 20%, alors qu'il y a plein de pays, notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi le Royaume-Uni, où ils ont eu un taux de vaccination très bon depuis une quinzaine d'années. Et il y a des études, donc ils ont déjà beaucoup moins de lésions au grade, et donc moins de conisation avec moins de conséquences obstétricales et tout ce que ça peut comporter. Et il y a une étude qui a fait une projection. Ils pensent que s'ils continuent sur cette évolution, il y aura plus de cancer du col en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2034. Et quand on voit ce que c'est d'avoir un cancer du col, quand on voit une jeune femme de 35-40 ans qui a plus de vie sexuelle parce qu'elle a eu un cancer du col, bah, vraiment se priver de ce vaccin, je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage. Diapo suivante. Et voilà, sur le vaccin aussi, je vous ai mis une copie d'écran de la page de l'INCa qui donne 10 arguments pour les professionnels de santé pour informer les parents des patients cibles de la vaccination et répondre à leurs questions. Là aussi, le site est bien fait, notamment sur tout ce qui est effets secondaires, le bénéfice et tout ça. Je pense que vous pouvez vraiment vous aider de ça pour mener la discussion avec les parents pour vacciner les enfants. Voilà. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Gabrielle. Est-ce que de votre côté, vous avez des petites questions? Alain, je te vois lever la main. Oui, en fait, j'ai pas très bien compris. Le HPV, HR+, c'est que pour le 16 et 18? Non. HPV, en fait, il y a je sais plus, 60 ou 80 types d'HPV différents. Et parmi ces 60 ou 80, il doit y en avoir une trentaine qui sont oncogènes. Mais les plus fréquemment impliqués dans le cancer du col, c'est vraiment le 16, le 18 et le 31. Donc ça veut dire qu'une patiente qui a un HPV positif, après 30 ans, on continue de faire des cytologies, quel que soit le HPV. Alors, en fait, si c'est la première fois que vous trouvez, de toute façon, l'HPV que vous allez chercher dans le dépistage, c'est uniquement des HPV oncogènes. On ne va pas s'amuser à chercher les 80 HPV. Généralement, les labos, ils testent en fait, alors ça dépend des valisettes qu'ils ont, mais globalement, c'est Cerba et Biomis qui font tous les frottis. Ils testent, je crois, une quinzaine ou une trentaine d'HPV, et eux, ils vont vous dire il y a un HPV oncogène qui est 16 ou 18 ou non 16, non 18. Mais à partir du moment où ils détectent cet HPV, c'est quand même qu'elle est à risque de développer des lésions dysplasiques. Donc, si c'est la première fois qu'on le détecte, ils font la cytologie. Et là, ensuite, vous faites la colposcopie en fonction de la cytologie. Par contre, les recommandations,
c'est si vous détectez un HPV à haut risque 2 ans d'affilée, on ne fait pas de cytologie, c'est d'emblée une indication de colposcopie. D'accord. Donc en fait, tous les HPV doivent avoir un suivi. Ah oui, ça, c'est vraiment un facteur de risque en fait d'avoir une lésion de haut grade. Donc c'est des femmes qui doivent être suivies de plus près en fait. Merci. Je pense que si vous êtes, c'est tout à fait une indication à les envoyer voir un gynéco. Hein. C'est pour reprendre un peu tout ça. Enfin, même si la cytologie est normale, ça peut. En tout cas, moi, ça me pose pas de problème de les voir. Hein. Merci Alain. Christelle, je crois que tu avais une question. Oui, bonjour. Pouvez-vous me rappeler le pic de fréquence du cancer du col qui était au tout début de vos diapos? Le pic de fréquence, c'est entre 40 et 50 ans. D'accord. Ok. Ben, je pensais qu'il était beaucoup plus jeune, c'est pour ça que... Après, c'est le pic de fréquence, mais il y en a plus jeunes aussi. Hein. C'est sûr que ça arrive à des femmes de 35 ans. Oui, d'accord. Là, donc, on lance, je crois que c'est l'année dernière, c'est en début d'année qu'on a lancé la vaccination pour les garçons. Ouais. Il est très difficile en consultation de pouvoir parler de la vaccination contre le papillomavirus à des jeunes garçons. Quel est alors, je vais aller voir le site pour ces 10 arguments, mais quand même, quels sont les principales, les principaux arguments qu'on peut donner alors souvent c'est les mamans qu'on voit, donc elles sont sensibles, mais alors les garçons, elles ne voient pas pourquoi ils devraient se faire vacciner. Et en ce moment, la vaccination... j'imagine que c'est pas simple. Mais quel est le principal argument? Le principal argument, c'est tout simplement que c'est un virus sexuellement transmissible et que la majorité des filles se contaminent avec un garçon. C'est le principal argument. Alors l'autre argument qui est où le bénéfice sera plus évident, et c'est que les papillomavirus, ils sont impliqués dans d'autres cancers qui sont beaucoup plus rares que le cancer du col de l'utérus. Mais il y a des cancers de la verge, il y a des cancers de l'anus et surtout il y a des cancers ORL. En congrès de colposcopie il y a 2 ans, ils nous ont montré alors pour le coup, les photos étaient assez convaincantes pour faire vacciner les petits garçons. C'est que c'est des cancers ORL